Amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être déjà au rendez-vous de votre émission consacrée à l'agriculture et à la nutrition. En voici la charpente. Face à la disparition de certaines espèces de la biodiversité, il est nécessaire de prendre des mesures adéquates pour y remédier. C'est la raison de l'atelier de GBIF Bénin qui s'est tenu du 12 au 14 mai 2015 à la salle de conférence de l'hôtel Le Pentagruel à Cotonou. Le point dans la première partie de cette émission. La rubrique Environnement et développement de cette semaine nous amène à la découverte de nouveaux projets initiés par Biodiversity International et financés par Darwin Initiative. Quant à la rubrique Agro-Business, nous parlerons du projet de plaidoyer d'accès au crédit agricole. Pour terminer, nous parlerons des impacts des emballages en plastique sur la santé des consommateurs. Informer et sensibiliser les différents acteurs de la biodiversité, c'est l'objectif de GBIF Bénin à travers l'atelier d'information et de formation sur la mobilisation des données de la biodiversité pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles, organisé du 12 au 14 mai dans la salle de conférence Le Pentagruel à Cotonou. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précision. Il y a quelques années, il y avait toute une diversité de ressources alimentaires ou de ressources naturelles. Les papillons, par exemple, les insectes, les papillons, par exemple, qui florissaient, qui se développaient allègrement et qui agrémentaient en fait notre environnement. Un certain nombre de, par exemple, les oiseaux dans nos forêts, dans nos savanes, dans nos prairies, qui se développaient allègrement et qui chantonnaient et qui nous réveillaient les matins. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que ces ressources-là sont en train de disparaître. Et si ces ressources-là disparaissent, notre vie risque d'être morose. C'est pour remédier à ces dégâts que le Système mondial d'information sur la biodiversité GBIF s'est engagé à informer, sensibiliser et former sur la mobilisation des données de la biodiversité pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. L'équipe de ce réseau au Bénin n'est pas restée en marge de cette ligne directive, ce qui justifie l'atelier organisé sur le même thème à l'hôtel Pentagruel de Cotonou. En matière de pédagogie, on tient compte de l'audience et donc la formation qu'on donne aux participants en général, nous avons pensé que cette formation ne sera pas très spécifique aux journalistes, puisque les journalistes, c'est eux qui diffusent l'information. C'est eux, les hommes et les femmes de communication. Et il faut vraiment donc préciser les concepts de la biodiversité, l'utilité de la biodiversité, ainsi que les différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité et déboucher naturellement sur les thèmes spécifiques de l'atelier, la biodiversité informatique et son utilité dans la définition des stratégies de protection et de conservation des ressources naturelles. Et donc, les journalistes doivent savoir ce de quoi, en fait, ils parlent quand on aborde le domaine de la biodiversité informatique. Voilà pourquoi nous avons voulu être spécifiques, parce que nous sommes convaincus que si vous avez l'information qu'il faut, vous saurez en fait comment les aborder avec les décideurs politiques, avec les chefs d'institutions, avec toute la communauté d'une façon générale pour que le message passe. Officiellement ouvert par le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, cet atelier a connu la participation de différents acteurs, dont les étudiants, les chercheurs, les écologistes, les journalistes, pour ne citer que ceux-là. Une formation de ce genre en biodiversité informatique en est une première qui a répondu non seulement aux attentes des participants, mais également des organisateurs. Entièrement comblé parce qu'aujourd'hui on sait qu'on peut facilement avoir accès à des informations sur telle plante par exemple, sur les travaux effectués sur telle plante, que ce soit ailleurs comme au Bénin, des informations exhaustives afin de parfaire nos recherches personnelles. Je trouve l'atelier assez intéressant, sinon très intéressant, parce que ça permettra plus tard de comparer la présence du couvert végétal, c'est-à-dire
si des données sont enregistrées aujourd'hui, parce que lorsque nous récoltons, nous avons des dates. Les espèces qui sont récoltées aujourd'hui, plus tard, peut-être après 10 ans, après 20 ans ou après 30 ans, on pourra repasser dans ces mêmes milieux pour voir si les mêmes espèces existent toujours ou bien si des espèces ont déjà disparu. Et là, ça pourra faire objet de comparaison et faire un état des lieux de comment évolue le couvert végétal. Parce que nous sommes tenus de laisser aux générations futures au moins ce que nous avons retrouvé. Et c'est ça l'essentiel. Donc ça fait pour moi non seulement des données à enregistrer, mais aussi un moyen, des méthodes pour faire des comparaisons entre ce que nous avons actuellement et ce que nous aurons plus tard en ce qui concerne les espèces. Et ça permettra de faire une comparaison. Tout à fait, je suis ravi, je suis très satisfait. Vous avez vu que les participants du premier au dernier jour étaient au moins 50. Et là, c'est un record. Et nous avons organisé cet atelier en dehors du cadre de l'université. Et les gens ont été présents et assidus. Cela, c'est un indice très fort que l'atelier est un succès parce qu'ils ont été très intéressés par les thèmes qui ont été développés. Vous avez aussi suivi ces thèmes qui ont été développés avec une grande expertise et la participation en fait de tous ceux, de toute l'audience qui témoignent en fait donc de l'intérêt. Je peux dire que je suis satisfait parce que, évidemment, donc à l'issue de cette formation, les participants, par rapport à leur intérêt, pourront davantage fournir des données pour la publication sur les sites du GBIF et du GBIF Bénin, utiliser les données du GBIF à des fins de recherche, à des fins en fait donc de définition de stratégies de conservation de la biodiversité. Souvent négligées, les communautés rurales ne sont jamais considérées comme des défenseurs de la biodiversité. De ce fait, leurs contributions positives n'ont jamais été prises en compte. Et c'est ce qui justifie le projet de Biodiversity International lancé ce vendredi 15 mai à la salle de conférence de Ita Bénin. Fidèle à sa vision de nourrir les populations par la biodiversité agricole, Biodiversity International développe en collaboration avec ses partenaires des activités de recherche et développement pour protéger la biodiversité agricole. Ceci pour maximiser sa contribution à l'amélioration de l'alimentation, la résilience, la production et l'adaptation au changement climatique. Et c'est dans ce cadre qu'il a initié un nouveau projet. Il s'agit d'un projet qui est conçu pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya qui vise l'accès et le partage des bénéfices issus de l'utilisation de la biodiversité. Dans le même cadre, nous avons un traité international sur les ressources phytogénétiques qui vise également l'accès et le partage des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques alimentaires. Donc les deux sont combinés dans un nouveau projet pour permettre donc, de voir comment créer une synergie entre le protocole de Nagoya et le traité international sur les ressources phytogénétiques et faire en sorte que des instruments soient développés au niveau national pour permettre la mise en œuvre de ces deux instruments juridiques qui abordent l'utilisation et le partage des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques. Mais que règlent concrètement ces protocoles et traités au niveau de nos communautés rurales? Travailler pour la conservation, travailler pour la préservation, ça nécessite des sacrifices. Or, les pays pauvres, les gens se rabattent sur les ressources naturelles pour vivre. Si nous devons les empêcher de les détruire, ça veut dire qu'il faut leur trouver des ressources additionnelles, nouvelles. Alors, on a réfléchi, on a senti que nous sommes assis sur une mine d'or que les gens nous volent. C'est-à-dire que les gens peuvent venir chercher nos connaissances traditionnelles, nos parents se traitaient, se soignaient, mangeaient bien avant l'arrivée des autres. Quand ils sont venus, ils ont découvert que nous avons des ressources, des connaissances. Ils prennent ça. Ils s'en vont dans les laboratoires, ils font des analyses et inventent des produits qu'ils vendent dans le monde entier. Ils prennent des brevets dessus, ils ont des milliards. Et celui qui, dans nos pays ici,
celui-là qui a donné même la recette et la plante, il peut ne pas, sa pauvreté peut l'amener à ne même pas pouvoir acheter ce médicament lorsqu'il va tomber malade. Il peut en mourir. Mais c'est une injustice sociale. Alors les gens disent désormais, ce sacrifice que vous allez faire pour conserver, tous ceux qui vont venir prélever, désormais, ils doivent avoir une autorisation d'accès. Et quand ils ont une autorisation d'accès négociée, ce qu'ils vont faire avec les ressources qu'ils vont prendre là, tout ce que ça va générer, on doit partager avec nos pauvres ici. Ça peut être partage de l'argent, des bénéfices, donc partage monétaire, comme ça peut être comme des partages d'autres matériels. Voilà un peu le protocole de Nagoya, ce que ça règle. Financé par Darwin Initiative, ce projet sera exécuté en Afrique seulement dans 2 pays, à savoir le Bénin et le Madagascar. Comme chaque pays a sa particularité en termes d'espèces, je sais seulement que pour Madagascar, nous avons 80% des espèces qui sont endémiques pour Madagascar. Je ne sais pas pour le Bénin. Et donc ça aussi, ça fait en fait la diversité de ce projet, c'est-à-dire qu'on travaillera certainement sur des ressources différentes, avec une façon de faire certainement différente, puisque la perception des communautés locales et leur utilisation des ressources naturelles n'est pas tout à fait la même dans notre pays et ici. Ici, nous avons, ce que j'ai pu voir, une façon d'utiliser ces ressources naturelles qui sont déjà plus ou moins avancées par rapport à ce qu'on a chez nous. Chez nous, les utilisations des remèdes comme on a vu dans le village, c'est-à-dire des potions et tout ça, ne sont faites que par des entreprises qui sont agréées, mais ne sont pas faites par les communautés. Donc de notre côté, cette approche n'est pas vraiment adoptée chez nous. Donc dans ce sens, on devra voir comment est-ce qu'on pourra aborder ce sujet, c'est-à-dire la valorisation de ces ressources naturelles d'un autre point de vue. Laboratoire du ministère de la Santé, docteur Roch Bagidi, non, Massimiton Lejibo laboré, beaucoup badjeme, pour des kunado, amassiner en bétonazan, ben wadabina bétonazan. Donc, et quand fois, mais pour nous coïder, nous de mise jobe d'aller, nous titanes, et bien pour nous de la boisson témétémé pour missi bon, et mimo logo, gadio. Nous n'ayons mina blue bena inuko. Doa masi de do manero et na blue kakabe heonanya masi bena sali pharmacie lebo et na nokan. Doto le na nokan. Officiellement lancé le 15 mai 2015 à la salle de conférence de l'État Bénin par le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement du Bénin, ce projet a regroupé pour la circonstance des autorités politiques, des chercheurs, des partenaires techniques et financiers, des ONG, des autorités de la chefferie traditionnelle et beaucoup d'autres acteurs. Mais à la veille, une visite de terrain a eu lieu dans la commune de Bonou, qui est l'une des communes pilotes du projet au Bénin. Que l'on soit président de la République, ministre, député, banquier ou simple artisan, c'est ce que produisent les petits exploitants agricoles que nous mangeons tous. Mais malheureusement, le financement de leur activité pose problème. Soucieux de cette situation, l'ONG DEDRAS, le réseau AgriProFocus et le cabinet Éminence International ont initié le projet de plaidoyer en faveur de l'accès au crédit agricole. Le reportage suivant vous en dira plus. Considérée comme la base de l'économie de notre pays, l'agriculture n'est malheureusement pas financée par un mécanisme adéquat. Et ce qui est paradoxal, c'est ce que produisent les petits exploitants agricoles que consomment les banquiers, le président de la République, les ministres, les députés, des simples artisans et bien d'autres catégories de personnes. Soucieux de cette situation, l'ONG DEDRAS, le réseau AgriProFocus et le cabinet Éminence International ont initié le projet de plaidoyer en faveur de l'accès au crédit agricole. Nous voulons mobiliser les acteurs du secteur agricole pour
amener le gouvernement à développer des mécanismes pour l'accès au crédit des petits agriculteurs, des micro-entrepreneurs dans le secteur agricole et même pour les industriels agricoles. Vous convenez avec moi qu'il serait difficile pour les producteurs d'accéder aux intrants agricoles, par exemple, sans un financement adéquat. Comment on peut transformer les produits agricoles sans un investissement sérieux, mais sans un investissement qui puisse permettre la transformation de l'agriculture béninoise qui est nécessaire dans l'économie béninoise, qui est nécessaire pour la création de la recherche et de l'emploi. Donc c'est ce que ce projet veut faire, amener le gouvernement à opérationnaliser le dispositif de financement agricole qu'il a annoncé dans le plan stratégique de relance du secteur agricole. Le projet de plaidoyer pour l'accès aux finances agricoles s'inscrit bien dans tout ce que nous faisons au niveau de AgriProFocus, qui a pour thème fort l'accès aux finances agricoles. Et c'est dans ce cadre que nous organisons la foire agricole financière, où nous avons organisé la 2e édition en janvier passé. Et on peut considérer maintenant que le projet de plaidoyer s'inscrit dans ce cadre-là, dans le cadre des recommandations, de la mise en œuvre des recommandations de ces foires-là. Donc c'est en cela que AgriProFocus trouve tout son compte et s'associe à DEDRAS, ONG et au cabinet Éminence Internationale pour monter ce projet et qui a été heureusement soutenu financièrement par Wadendad, un partenaire néerlandais, pour que vraiment nous puissions lever et pousser plus fort cette initiative et pour faciliter l'accès aux finances des agriculteurs. Donc c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de ce que nous faisons au niveau de la plateforme et c'est en cela que nous saluons la présence de tous les acteurs que nous avons pu mobiliser autour de cela et nous sommes contents que tous les producteurs, les fêtières, les organisations des producteurs soient représentés et quelques partenaires. Et donc c'est vrai que les partenaires seront à mobiliser pour soutenir l'initiative, mais nous sommes contents que les vraies cibles soient là aujourd'hui pour qu'ensemble nous portions cette initiative-là plus loin. Au cours d'un atelier à l'hôtel du lac de Cotonou, le projet a été lancé en présence de plusieurs acteurs du monde agricole. C'était le 13 mai 2015. À cette occasion, 2 grandes communications ont été faites, dont celle de la présentation du projet. À la suite de ces 2 communications, ont suivi des séances de questions-réponses, ce qui a permis aux participants de mieux cerner le contenu du projet. Sans conteste, ses objectifs sont publicables, ses activités et les résultats attendus. Dans ce plaidoyer, il ne faut pas oublier cet aspect que l'agriculture doit avoir un taux spécifique et différencié des autres taux, enfin des taux appliqués dans les autres secteurs. Le problème de garantie foncière, je l'ai vu, vous avez parlé que les gens demandent les titres fonciers. Mais aujourd'hui, notre pays a innové en mettant en place les certificats fonciers ruraux, les CFR, qui sont considérés comme des titres de propriété foncière. Et le plaidoyer aussi doit aller à l'endroit de la généralisation de ce certificat, de cet outil-là. Lorsque les bailleurs de fonds ont financé un peu, on a fait un peu, et puis on s'est arrêté. Alors que c'est un document qui est fait au niveau des communes, des mairies, donc dont l'octroi est beaucoup plus facilité. Si le producteur a son CFR, son certificat foncier rural, il peut aller négocier un crédit sur la base de ce CFR-là. Je l'ai dit tantôt, c'est le faible accès au financement des agriculteurs. Les agriculteurs ont des problèmes pour accéder au financement. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a des dispositifs, il y a des projets qui financent l'agriculture, mais tous les projets ont leur groupe cible. Mais je voudrais dire aujourd'hui que nous avons près de 600 000 petits producteurs. Lorsqu'on fait le calcul, on peut constater qu'il y a moins de 10% qui accèdent au financement. Ça ne suffit pas pour atteindre les objectifs que l'État béninois s'est fixés. Je joins le projet plaidoyer par la volonté
et aussi par le fait que nous avons travaillé beaucoup avec le même partenaire qui a décidé d'accompagner financièrement World in That, qui nous a expérimenté dans l'appui des entreprises à la base, et on a compris que la plupart des structures agricoles sont tellement petites et d'autres qui sont grandes n'arrivent pas à véritablement cerner leur potentiel pour aller vers le financement approprié. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les axes d'intervention du programme, il y a de l'information, il y a de la formation, il y a des débats qui vont être organisés. Nous interviendrons beaucoup plus dans ces aspects-là pour emmener les structures de financement, à savoir les banques, à savoir les systèmes financiers décentralisés, et aussi les acteurs à la base à comprendre où est leur intérêt, comment comprendre le profil, les spécificités des acteurs du secteur agricole, et aussi donner espoir aux jeunes entrepreneurs potentiels qui veulent entreprendre dans l'agriculture, que l'espoir est permis, qu'un financement approprié pourrait être là lorsque on sait bien présenter son projet. Donc nous serons là pour la formation, nous travaillerons avec des autres partenaires qui sont dans le secteur pour que ça puisse être. Et je suis très heureux de participer à ce plaidoyer-là aux côtés de DEDRAS, qui est le lead de cette activité, avec la plateforme AgriHub, qui entre autres aussi, j'interviens en tant que le coach national sur l'intégration de l'aspect genre dans le développement des chaînes de valeur. À la suite de cet atelier, les participants apprécient. Il faut le plaidoyer parce que le problème se pose toujours. Oui, il le faut parce que c'est un paradoxe qu'on soit tous dépendants donc de la production agricole, parce que nous mangeons tous les jours les produits agricoles et qu'on ne se soucie pas de là où les gens trouvent les moyens pour les produire. Donc tant que le problème se pose, il ne faut jamais se lasser de le souligner, de le surligner, et je crois que ce projet est bienvenu pour y contribuer. Mais quand on parle de financement adapté, adéquat, approprié à l'agriculture, à mon entendement, ce n'est pas les projets programmes, ce n'est pas les fonds là dont on parle. Moi, dans ma tête, c'est la dynamique marché financier, et c'est pour cela que dans la mesure où le projet prend en compte les institutions financières, c'est là où il faut aller. C'est fréquent de voir beaucoup de gens consommer de gomme, de l'acassa ou encore du hablo emballé en sachet plastique sans bien se soucier des impacts négatifs sur la santé. Et c'est ce que je vous invite à découvrir à travers cette rubrique. Dans le but de satisfaire ses besoins alimentaires, l'homme s'intoxique de façon inconsciente. C'est le cas de l'utilisation des emballages en plastique. Aujourd'hui, il suffit juste de faire un tour dans un supermarché et vous allez constater que la majorité des produits est emballée dans des emballages en plastique. Et c'est vraiment un grand problème pour la santé de la population, la santé humaine. Et si je devrais revenir un peu sur l'origine de ces emballages, c'est que nous le savons tous, que ces emballages viennent du pétrole. Donc c'est du pétrole que ça vient, et par des traitements chimiques et autres, on obtient les emballages là. Et nous savons aussi que le pétrole n'est pas du tout agréable pour la santé, parce que quand on voit un peu ces constituants, il y a de nombreux constituants dans le pétrole qui ne font pas du tout bon ménage avec la santé humaine. Donc si je dois venir un peu sur son impact sur la santé, c'est que ces emballages que nous utilisons, que nous voyons régulièrement, on voit les bonnes dames les utiliser régulièrement. Ces emballages créent des sérieuses perturbations dans le cycle hormonal de l'homme, de la femme comme de l'homme bien sûr. Et lorsque ces perturbations viennent, alors tout le système de l'individu est en danger. Je dois dire que ces emballages-là sont comme des preneurs d'otages actuellement, sont comme des preneurs d'otages pour la santé humaine. Lorsque votre santé
si je prends le cas de la femme par exemple, qui a des perturbations hormonales, d'abord la femme n'a pas cette fraîcheur qu'elle devrait avoir quand elle est une femme. Parce que l'hormone est perturbé, les sécrétions sont perturbées. Donc la fraîcheur de la femme qu'elle devrait avoir, une femme en âge de procréer devrait avoir, cette fraîcheur n'existe plus. Et puis c'est les maladies parce que d'abord, soit les hormones ne sont pas bien sécrétées, ou soit les hormones sont rarement sécrétées, et on voit un mélange, un vrai mélange. Et lorsque je prends un peu l'aspect physiologique, on voit que la reproduction est prise en otage à cause de l'utilisation de ces sachets-là. Donc la femme, son organisme ne fonctionne pas normalement, alors là, on constate ça peut même créer des fausses couches parce que le cycle hormonal ne fonctionne plus normalement, la santé n'évolue pas normalement, on voit des faiblesses un peu partout. Une jeune fille qui est tout le temps fatiguée ou des jeunes personnes qui ne sont pas trop exposées à des constituants chimiques, mais qui souffrent de sérieux problèmes, soit des problèmes de cancer un peu partout. Donc, l'utilisation de ces emballages sachets-là, ou emballages plastiques bien sûr, crée de sérieux problèmes pour la jeune femme, la femme en âge de procréer, ainsi que les hommes. Et si ce côté de l'humanité est touché, c'est que toute l'humanité a de sérieux problèmes. Même on dit que c'est quand on les chauffe, c'est pas seulement quand l'emballage est en contact de la chaleur, même en contact de la fraîcheur, l'emballage dégage des constituants. Même si vous gardez de l'eau dans vos bouteilles en plastique, dans vos réfrigérateurs, certains composés bien sûr qui sont dégagés, qui sont libérés dans l'eau, dans l'aliment que vous utilisez. Et le danger, c'est que lorsque vous utilisez ces emballages sachets ou emballages plastiques bien sûr, avec de la chaleur, c'est là où la libération est vraiment élevée. Donc, quand nous prenons un peu le cas des femmes qui font les acassas ou bien les aliments, les coms que nous consommons au bord de la voie et autres, c'est un vrai danger parce que ces aliments sont mis dans les sachets, donc ces plastiques-là, et chauffés après. Donc, on augmente la température, c'est comme si on facilitait la libération de ces composés chimiques-là dans l'aliment. Il y a beaucoup de cas de cancer, beaucoup de cas de malformations qui sont liés à l'utilisation de ces sachets-là. Aujourd'hui, par exemple, les gens achètent les sauces dans les sachets noirs. Les femmes achètent les sauces, des choses, de la cassa chaud, de sauces chaudes, on les met dans les emballages qui ne sont pas des emballages pour contact alimentaire. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que plus c'est chaud, plus la migration est rapide et importante. Alors, prenons-y garde et ne mangeons plus les aliments tels que la cassa, le com et le hablo emballé en plastique. C'est sur cette dernière rubrique que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à vous pour l'attention et pour d'éventuels renseignements, veuillez nous joindre au 62 06 76 38. Très ravi d'avoir été des vôtres. Portez-vous bien.